Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bombardement. Longtemps après la guerre, je ne pouvais entendre les sirènes sans frémir. Les essais des pompiers chaque mois me procuraient un profond sentiment de malaise. Dès les premiers mugissements, mon cœur se serrait et l'angoisse m'envahissait. Avoir peur des sirènes n'est pas en soi anormal. En dehors des essais, elles annoncent toujours quelques catastrophes. Ce qui l'était plus, c'était ma réaction, excessive, démesurée. Une nuit, alors que je dormais profondément, toutes les sirènes d'Angers et des alentours se mirent à beugler. La galerie marchande, place du ralliement, brûlait. Réveillée en sursaut, je m'écriais « Non, cette fois tant pis, je ne descends pas aux abris. Je suis trop fatiguée. » Il faut croire que ces réveils nocturnes, au moment du sommeil le plus profond, m'avaient fortement marqué pour que 30 ou 40 années après je m'en souvienne encore. Progressivement aussi, je me suis mise à redouter les orages. Avoir peur des orages n'est pas étonnant non plus. Ce qu'il est davantage, c'est que moi, surtout dans les Cévennes où nous passions nos vacances, certes les orages y sont particulièrement violents, dès les premiers coups de tonnerre, je m'emparais vivement de ce que j'estimais alors de plus précieux, l'argent, les bijoux, les carnets de chèques, les papiers d'identité, et serrant compulsivement ces trésors contre moi, je me blottissais alors dans une encoignure près de la porte d'entrée, attendant la fin en tremblant. Je retrouvais ainsi des gestes, des réflexes, des peurs de mon enfance lors de mes premiers bombardements. C'était en mai-juin 1940. J'avais 8 ans. Nous habitions sur la place d'Armes, dans la citadelle de Blaye. Dès que sonnait l'alarme, nous nous précipitions vers un souterrain qui se trouvait au bord de la Gironde, sous la tour nord-ouest. Les bombardements étaient si fréquents que des lits de camp y avaient été installés. Le soir, avant de nous coucher, nous disposions nos vêtements sur une chaise de manière qu'ils fussent vite enfilés. J'ai d'ailleurs gardé longtemps cette habitude de ne pas disperser mes vêtements au coucher. S'il y avait alerte, je prenais vite mes trésors, mon baigneur, mon nounou et un oreiller pour me rassurer. Une nuit, le bombardement a été particulièrement long et terrible. Dans notre souterrain, la terre tremblait et malgré l'épaisseur des murailles, le fracas des bombes était énorme. Quand nous sommes sortis dans l'obscurité, un spectacle effrayant et splendide nous attendait. À Blaye, que nous apercevions bien de notre belvédère, les citernes de la raffinerie de pétrole flambaient. Les hautes flammes jaunes, rouges, oranges qui s'en échappaient illuminaient toute la ville. De l'autre côté du fleuve, les raffineries de Pauillac flambaient aussi. Des flammes jaillissaient des grappes de fusées qui venaient éclater dans le ciel en pétaradant, au milieu d'étincelles de toutes les couleurs. Nous restions là, silencieux, devant ce feu d'artifice inhabituel, dont nous savions bien ce qu'il signifiait. Après cette nuit particulière, je ne pouvais pas passer par Bacalan pour me rendre à mon école de Plasac, sans être impressionné par les citernes éventrées, les poutrelles noircies et les cratères de bombes perdus, loin de la raffinerie jusqu'au milieu des vignes, ce qui me paraissait incongru et choquant. Peu après ce bombardement mémorable, l'alerte a de nouveau sonné. Cette fois, c'était en plein jour. Nous avions eu à peine le temps de traverser la place d'Armes que 2 avions surgissaient. Un avion français et un avion allemand qui le poursuivaient. Le combat eut lieu sous nos yeux, au-dessus de la Gironde. Les mitrailleuses se mirent à crépiter et assez rapidement, l'un des 2 avions fit une vrille, piqua du nez en sifflant et se précipita dans les flots. Puis les Allemands sont arrivés et ont occupé la citadelle. Nous avons eu quelques répits mais je n'étais pas rassuré pour autant parce que la citadelle, devenue caserne allemande en janvier 1941, connaissait un mouvement de troupes incessant, offrant ainsi une cible de choix. Quand 2 canons vinrent s'installer sous nos fenêtres, la gueule pointée vers la Gironde, j'ai alors pris peur. Heureusement, nous avons déménagé pour habiter près de l'entrée de la forteresse. Je n'avais plus sous les yeux le spectacle de ces engins monstrueux. Cette fois, mon père était de retour du front et désormais je ne craignais plus rien. Je riais même de voir les Allemands se précipiter dans notre abri installé dans un vaste égout et se bousculer en glissant dans la rigole qui coulait au milieu. Malgré tout, dans cet abri peu sûr, nous percevions mieux les turbulences extérieures. On entendait d'abord le sifflement de la bombe, puis, rentrant le cou dans les épaules, on guettait son éclatement. Ouf, ça n'était pas pour nous. J'entrais en 6e en 1942 et à la fin de cette année-là, nous avons quitté la citadelle pour la gendarmerie,
où mon père avait été affecté comme chef de brigade. Nous ne vivions plus dans un centre d'opération militaire, et j'oubliais les bombardements. Des abris avaient été aménagés dans la cour du collège, mais je doute qu'ils eussent été très efficaces en cas de bombardement sérieux. Les alertes me plaisaient, surtout au milieu de certains cours. Cela rompait avec la routine, apportait du piquant à la vie du collège et donnait lieu à des chahuts, des étreintes furtives que l'obscurité et l'entassement permettaient. Jusqu'alors, mis à part les vignes éventrées et déchiquetées, ce qui était à mes yeux hors nature, les cibles atteintes me paraissaient conformes à l'ordre de la guerre. En septembre 1943, je devais découvrir que la guerre ne connaît pas de normes et qu'elle est le désordre absolu. Nous rentrions du Finistère, où nous avions passé l'été chez mes grands-parents paternels. Déjà, là-bas, nous avions appris que les ports bretons subissaient des ravages quotidiens. Nous montions parfois au grenier pour voir les lueurs des incendies sur l'Orient. De Carhaix, à 50 km, nous entendions la rumeur sourde des coups de DCA et du fracas des bombes. Manifestement, des choses terribles se passaient là-bas. Le cœur serré, je pensais à Saint-Nazaire, la ville de ma famille maternelle, qui devait en subir autant. Nous avions donc quitté le Finistère pour rejoindre Bordeaux en passant par Nantes. C'était juste après les grands bombardements. À l'approche de Nantes, le train s'est mis à ralentir et à rouler au pas. À l'époque, la voie longeait le quai de la Fosse d'un côté et le port de l'autre. Dans le train bondé, les conversations s'arrêtèrent et l'on s'agglutina aux fenêtres. Le port était bouleversé. Des dizaines de grands bateaux renversés, la quille en l'air comme de gros poissons morts ou la proue enfoncée seule surnageant la poupe, des grues abattues et fracassées, des quais défoncés, le tout dans le plus grand désordre. Quai de la Fosse, le spectacle était encore plus émouvant. Des immeubles complètement effondrés et qui n'avaient pas encore été déblayés, d'autres dont il ne subsistait que des pans de murs sur lesquels étaient restées des tapisseries, des céramiques, témoins touchants d'une vie quotidienne brutalement interrompue. Parfois, un bout de parquet pendait avec un lit dangereusement accroché au-dessus du vide. La table d'une cheminée gardait encore un vase. Des rideaux dérisoires, parce qu'ils n'avaient plus rien à cacher ou à décorer, voltigeaient à des fenêtres qui n'avaient plus de sens. Bref, cette fois, c'était l'intimité des gens qui étaient ainsi dévoilée, mise à nu, livrée à tous les regards indiscrets. Mais vu du train, il ne s'agissait encore que de désordre matériel. Il m'était difficile d'imaginer les gens touchés dans leur chair. En 1944, j'en eus la brutale révélation. C'était au mois d'août, un après-midi. Il faisait beau et chaud. En compagnie d'une voisine et de son bébé, dans la cour de la maison où nous habitions, rue des Maçons. Mon père mis en congé de longue durée, nous avions dû quitter la gendarmerie. J'écoutais une chanson de Rina Ketty au phonographe lorsque la sirène s'est mise à hurler. La voisine pique une crise de nerfs et trépigne, ce qui m'impressionne plus que le bombardement lui-même. Ma mère arrive alors, lui flanque une paire de claques pour la calmer et nous rappelle la consigne de notre père. Prendre la route pour la campagne et nous jeter dans un fossé. Nous avions à peine fait quelques dizaines de mètres en direction des vignes, lorsque les forteresses volantes ont commencé leur balai mortifère dans un ronronnement infernal. Nous plongeons dans le fossé. Réalisant que c'était surtout Bacalan et le port qui étaient visés, je remonte sur la route pour observer. Je commettais une imprudence car aussitôt, une bombe explosa quelques centaines de mètres plus loin, ce qui me jeta de nouveau au fossé. Mais j'avais eu le temps de voir voltiger au-dessus de Bacalan dans une nuée de poussière, toutes sortes de matériaux, des poutres, des pierres, des débris. Mon cœur se serra. Cette fois, il devait y avoir beaucoup de victimes. Puis des milliers de papiers argentés descendirent mollement du ciel, étincelant sous le soleil, comme des papiers de Noël qui nous paraissaient bien déplacés, mais que nous tentions d'attraper quand même. Dès que l'alerte fut terminée, le silence me sembla pesant, angoissant, anormal. Puis, ce fut le va-et-vient incessant des pompiers et des secouristes, actionnant leurs klaxons avec frénésie et roulant à toute allure. Ma petite sœur dans les bras, 3 ans, j'allais me poster au carrefour de la rue de l'Hôpital, avide de nouvelles. Les camions passaient, chargés de corps sanglants, entassés les uns sur les autres. Dans l'un d'entre eux, un secouriste était assis, portant dans ses bras un bébé, 1 an. 2 ans, dénudé, couvert de sang, dont la tête ballottait. Je serrai ma sœur contre moi, et me mis à sangloter. Lorsque j'embrasse mes petits-enfants aujourd'hui,
je ne suis pas sûr qu'il n'y ait point au fond de mon étreinte le souvenir confus de cet enfant mortellement meurtri. Aux obsèques des 50 victimes, jamais je n'avais vu autant de cercueils à la fois. Exode. Mon premier hiver de guerre a été plutôt calme. Certes, la vie dans la citadelle abandonnée aux femmes ne connaissait plus le va-et-vient et les activités des gendarmes, tous mobilisés. Avant de partir, ils avaient été rassemblés sur la place d'Armes pour une dernière photo de famille. Papa était monté nous embrasser. Assis sur une chaise, il nous avait rassemblés autour de lui et nous avait dit gravement : « Mes chéris, c'est la guerre. Ce n'est pas une bonne chose. » La guerre, nous ne savions pas trop ce que c'était. On ne nous avait pas tellement parlé de celle de 1914 à 1918. Mon grand-père paternel, trop âgé, n'avait pas été mobilisé. Mon grand-père maternel, père de 4 enfants, n'avait pas été envoyé en première ligne. Les 6 frères de ma grand-mère paternelle étaient tous revenus sains et saufs, miracle pour lequel toute la famille serait allée à pied, en pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. Nous étions sortis de la citadelle triste et interrogatifs, pour voir au passage à niveau la Micheline qui emportait notre père. Debout à l'arrière, papa nous avait fait en souriant un dernier signe de la main. Malgré l'absence de notre père, notre vie n'était pas trop perturbée. Papa nous écrivait du front, où il ne se passait rien, et à Blaye, rien ne se passait non plus. Papa se plaignait du froid et de l'inactivité. À Blaye, nous avions froid aussi. Pour faire des flambées, nous allions ramasser du bois mort autour du château Caribert. Au printemps, tout changea. On apprenait que les Allemands avaient pénétré en France par les Ardennes, région lointaine qui n'évoquait rien pour moi, et qu'ils avançaient vers le sud, semant la terreur. Alors nous avons vu arriver les réfugiés par vagues successives. Venant du nord ou de l'est, ils installaient leurs camions sur la place d'Armes, des camions bondés d'un chargement hétéroclite. On avait mis à leur disposition des lits et des couvertures dans la chapelle du couvent des Minimes, qui servait auparavant de salle de gymnastique. J'étais contente de cette animation et des contacts que je pouvais avoir avec des gens, des enfants venus d'ailleurs. Mais établir une relation durable avec eux était impossible car bien vite, poussés par je ne sais quelle frénésie, ils partaient toujours plus au sud. Puis ce furent les Parisiens. Que les gens du nord ou de l'est fuient, je comprenais. Je n'étais pas sans savoir qu'ils avaient subi bien des guerres et bien des invasions. Mais les Parisiens, je ne comprenais pas. Il fallait croire que la situation était très critique, pour que même la capitale fût évacuée. Mon désarroi était déjà très grand lorsque vers le mois de juin, arriva mon oncle Kléber, employé à la pharmacie du sanatorium de Champrosay près de Draveil. Épuisé, il avait fait la route à bicyclette et fou d'inquiétude, il était à la recherche de ses enfants dont le convoi avait été mitraillé. C'est vrai que les enfants perdus étaient nombreux. Les journaux publiaient des photos et des noms, ce qui me fendait le cœur. Depuis mai, nous étions sans nouvelles de mon père qui devait se trouver en Haute-Marne. Incorporé dans l'infanterie coloniale, il devait être aux premières lignes. Des rumeurs couraient, notamment sur les espions allemands dissimulés parmi les réfugiés. Déjà pendant l'hiver, des affiches, des placards de presse nous avertissaient « Taissez-vous. Des oreilles ennemies vous écoutent ». Dans cette pagaille et cette incertitude, je vois passer sur la Gironde un paquebot qui venait de Bordeaux et se dirigeait vers le large. Quelqu'un dit, c'est le gouvernement qui s'en va. À cette nouvelle, tout s'effondra pour moi. Mon père disparut, le gouvernement parti, la France sur les routes et des espions partout, l'univers s'écroulait. Dans ma petite école de Plassac, qui aurait pu être un havre de tranquillité et de sécurité, régnaient les mêmes changements, le même va-et-vient, la même confusion. Nous avons d'abord fait de la place à des enfants de Sarreguemines. Je les trouvais pâles, fades et maigrichons. Leur accent était étrange, différent de ceux auxquels j'étais habituée. D'ailleurs, on ne se comprenait pas toujours. Mais l'enfance, c'est l'enfance, et nous avons assez vite admis ces étrangers dans nos jeux. Un jour est arrivée une classe d'enfants juifs, évacués d'Alsace avec leur institutrice. Mes parents avaient peut-être parlé des Juifs devant moi, mais je n'y avais pas prêté attention. Ces enfants étaient plus graves que les autres, j'ignorais pourquoi. Ils ne se sont pas joints à nos rondes. Et puis ils ne sont pas restés longtemps, le curé de Plassac, averti par le directeur de l'école, leur ayant trouvé un refuge dans la campagne plus au sud.
Je n'avais pas eu le temps de découvrir en quoi ils étaient différents des autres, ni pourquoi on leur réservait un sort particulier. Certes, j'avais déjà eu l'expérience de l'Exode, mais chez les autres. En 1937, mon père m'avait emmené avec lui garder pour un mois la frontière espagnole. Je n'avais que 5 ans, mais le spectacle de ces gens fourbus, hébétés de peur et de fatigue, n'ayant qu'un baluchon pour tout bien, était suffisamment éloquent pour que je réalise que la guerre et l'exil devaient être une terrible épreuve. En 1939, j'avais accompagné ma mère qui distribuait vivres et vêtements aux réfugiés espagnols. Aux vacances de Pâques 1940, j'avais rencontré une réfugiée polonaise que ma grand-mère maternelle avait recueillie avec ses 3 enfants. Mais je ne pensais pas qu'une telle chose fût possible chez nous, en France. L'Espagne, la Pologne, c'était loin, et d'ailleurs je ne savais même pas où c'était. Voilà que le même sort nous était réservé. Ainsi, ces événements avaient ébranlé ma confiance en la force de mon pays, en son invulnérabilité et en sa capacité à protéger au moins les enfants. La page de mon enfance était bien tournée. Je n'étais plus la petite Blaiaise insouciante, à l'abri dans sa citadelle. Étranger. C'est par la guerre que j'ai découvert les étrangers. Les premiers ont été les Espagnols. Au poste frontière d'Arnegui où je les voyais passer, hâves et barbus, en 1937, mon père, farouchement antifasciste depuis février 1934, avait dû m'expliquer ce qui leur arrivait. Quelques années plus tard, le jeune frère de ma mère épousait une réfugiée de Bilbao, venue à Saint-Nazaire par le remorqueur que son père commandait. Cette tante exotique me plaisait. Mais il y avait un problème, car elle se disait basque et non pas espagnole. Certes, mon père se disait breton, mais il s'affirmait avant tout français et il n'avait pas de sympathie pour le mouvement Breizatao. Les adultes sont souvent bien compliqués. Avec l'entrée de cette basque catholique, républicaine et antifranquiste dans la famille, les choses se compliquaient encore car chez nous on était athées, républicains et antifascistes. J'ai entreaperçu des marins britanniques, blonds et longilignes, à Saint-Nazaire en 1940 et rencontré, comme je l'ai déjà dit, une femme polonaise. Je me vois sur la plage de Villemartin en sa compagnie, mais bien incapable de communiquer avec elle. Son langage ne ressemblait à rien. Qui sait si les uns et les autres n'ont pas péri dans le naufrage du Lancastria, bombardé par les Allemands alors qu'ils sortaient du port de Saint-Nazaire. Les Allemands sont arrivés dans la citadelle en juin 1940, précédés d'une très mauvaise réputation. Les rues étaient désertes et les volets fermés. Barricadés dans notre logement de la place d'Armes, nous attendions en silence. Poussé par la curiosité, je suis descendu pour entrebâiller la porte d'entrée. J'ai vu enfin apparaître en haut de la place le museau d'un char tout noir qui avançait en cliquetant, bientôt suivi par d'autres tout aussi noirs et tout aussi menaçants. Ils s'arrêtèrent alors. Je n'avais jamais vu de char, et j'étais impressionné. Les soldats vêtus de noir en descendirent. Je les trouvais beaux, solides, sportifs. Le col de leur uniforme était décoré d'un signe argenté, dont j'ignorais le sens. Ces soldats s'ébrouèrent un instant puis, avisant une fontaine, quittèrent leurs vestes et leurs chemises et entreprirent de se laver. Comme le désir d'être propre me paraissait un signe d'humanité, et que le fait de se laver n'était pas spécialement guerrier, je repris confiance. Constatant que rien d'anormal ne se produisait, je sortis enfin et m'approchai des chars avec circonspection. Les soldats m'interpellèrent alors gentiment et me disant, comme, m'invitèrent à monter dans leur char. Pourquoi pas? C'était une expérience intéressante, à laquelle je ne voyais pas d'inconvénient. On m'offrit des tranches de pain noir, bizarrement tartinées de moutarde. On me mit des écouteurs aux oreilles, et j'entendis des conversations auxquelles je ne comprenais rien. Bref, ces Allemands n'étaient pas aussi redoutables qu'on l'avait prétendu, et je me demandais pourquoi ils avaient semé la panique. Quand mon père revint du front en août, pris au combat et conduit à marche forcée à Saint-Dizier, il avait déjà pas mal souffert. Il ne supporta pas de me voir pactiser avec l'ennemi. Il me fit descendre d'un char où j'écoutais de la musique et me dit d'une voix rude : « Je ne veux pas te voir avec ces gens-là. » Vexé sur le coup, je compris vite qu'il avait raison et désormais je ne cherchais plus à communiquer avec les Allemands, nombreux pourtant dans la citadelle. Ils vaquaient à leurs occupations, et nous aux nôtres sans que nous cherchions le contact. Quand une troupe partait,
laissant vacants les logements désertés par les gendarmes où des chalets avaient été installés, nous allions voir si nous pouvions récupérer quelque objet. Je lorgnais vers la gamelle des Allemands quand ils allaient à la roulante chercher leur repas. Un brouet pas très ragoûtant. Un jour, un camion rempli d'oranges s'est arrêté sous nos fenêtres, place d'Armes, attisant les convoitises. Mes frères se sont alors empressés d'aller en chipper le plus possible. Ce larcin de fils de gendarme nous a paru une bonne action. Un soir de juin 1941, nous habitions alors un rez-de-chaussée près de l'entrée de la citadelle. Je m'étais mise au piano pour jouer la marche turque de Mozart. J'avais ouvert la fenêtre, il faisait chaud. Par ennui, et aussi parce qu'ils étaient attirés par la musique, des Allemands s'étaient agglutinés à la fenêtre, me donnant ainsi un auditoire porteur auquel je n'étais pas habituée. Mon père survient alors, me dit d'arrêter et ferme la fenêtre. Je rentrais ma colère et mon amour-propre, et encore une fois, j'acceptais la leçon. En dépit des apparences, mon père n'était ni sectaire ni borné. Mais pour lui, la loi c'était la loi, et l'ennemi, l'ennemi. Au printemps de 1941, peu après l'incident que je viens de relater, il introduisit chez nous, ô surprise, un Allemand d'un certain âge avec lequel il avait sympathisé. Il nous dit, c'est un prêtre et il est suspect. Ce dernier alla fermer la fenêtre et nous dit, Hitler mauvais, Hitler caput. Puis il bénit ma petite sœur qui venait de naître, ajoutant, vous plus chrétien que des chrétiens. Et il me donna un billet pour que je puisse acheter un cadeau à ma mère. Je commençais à comprendre qu'il y avait des bons et des mauvais Allemands, que les bons étaient comme nous, c'est-à-dire contre Hitler et le nazisme, mais avaient bien des problèmes. Mais comme de toute façon, on ne pouvait pas savoir et qu'ils nous occupaient, mieux valait se tenir à distance. Peu après, mon père fut envoyé au camp de Mérignac pour surveiller entre autres, des responsables du PC et de la CGT qui y étaient internés. Il les trouva sympathiques et discuta avec eux. Mon père, suspect, a été déplacé 8 jours avant qu'il ne soit fusillé. À la nouvelle de leur exécution, nous avons été atterrés. Mon père dit, c'était des gens comme nous et c'était des Français. Les événements ne me donnaient vraiment plus l'envie de fréquenter les Allemands. C'est à cette même époque qu'un prisonnier autrichien fit mon portrait. Pour me faire plaisir, le cousin et frère de lait de mon père, Louis Pinson, nous l'appelions tonton Otto-Rino à Bordeaux, plus tard professeur agrégé de médecine et chef du service ORL au CHU de Bordeaux, m'emmena un soir au Grand Théâtre de cette ville pour la représentation de l'opéra Hansel et Gretel. Je n'étais jamais allé au théâtre et n'avais jamais assisté à un opéra. Je fus d'abord saisi par la splendeur des ors et des pourpres, le scintillement des cristaux, le raffinement et le luxe de ce beau monument. Puis je réalisai qu'à l'orchestre, où j'étais assise, j'étais entourée de ce que tout Bordeaux comptait d'officiers allemands et de souris grises. Quand la musique s'éleva, je pus difficilement me détacher du contexte et cette présence angoissante me gâcha mon plaisir. Je n'étais pas fière d'être là. Progressivement, le véritable visage de l'occupant apparut. Un collègue de ma mère, Yves Delors, originaire de Plassac, fut exécuté. Un directeur d'école de Blaye fut arrêté en pleine classe, sous les yeux de ses élèves. Des amis juifs disparurent. Des affiches allemandes nous mettaient en garde contre le terrorisme. Des tracts ironisaient sur le débarquement qui ne se faisait jamais. J'y vas-y ? J'y vas-y pas ? Tant pis, j'y vas pas. Du balcon de Tonton Pinson, rue Michel de Montaigne, j'ai vu passer des soldats italiens. Moi qui étudiais le latin, j'en étais resté à l'Italie de César. Que faisaient à Bordeaux ces hommes au teint olivâtre, qui ne ressemblaient en rien aux légionnaires romains ? Dans la citadelle, j'ai aperçu des hindous prisonniers. Ils devaient creuser une fosse qui servirait de WC. D'où venaient ces hommes maigres au teint basané, portant un turban sur la tête ? Pourquoi étaient-ils là, attelés à une tâche nécessaire mais certainement pas valorisante ? Enfin, j'ai vu des Russes. On me dit des Russes blancs. Ils défilaient dans les rues, revêtus d'uniformes avachis, en entonnant des chants emplis de nostalgie. En quoi différaient-ils des Russes rouges que les Allemands appelaient bolcheviks, et qu'ils représentaient avec des traits d'asiatiques et des faces simiesques ? Du moins, c'est ce que j'avais vu à la vitrine de la boutique de la Propagandasttafel. En 1943, je compris que ces bolcheviks étaient des bons, c'est-à-dire de notre côté.
Une immense carte de l'Europe fut fixée au mur de la cuisine et désormais, à partir de Stalingrad, des petits drapeaux rouges furent épinglés, signalant la reconquête. Je n'ai pas rencontré d'Américains avant 1946. Il n'en est pas venu à Blais. J'ai appris leur existence par les bombardements. Les gens disaient « Ils bombardent de haut, c'est pas comme les Anglais qui prennent des risques pour épargner les civils. » Enfin, le débarquement a eu lieu mais nous étions loin des combats. Certes, nous étions satisfaits de cette intervention et nous admirions la richesse et la puissance technique américaine. Mais mon père disait que l'action de la résistance les avait bien aidés. Un jour, une carte postale de son frère nous est parvenue, je ne sais comment, de Philadelphie où était ancré le croiseur George Legge. Mon oncle avait suivi le sort de ce navire après le sabordage de la flotte française à Toulon, fin 1942. Comme je commençais l'étude du grec, je m'émerveillais qu'une ville puisse porter un aussi joli nom. Bref, quant aux Américains, j'étais pleine de perplexité. Je n'ai pas entendu parler des Juifs avant 1940. Ou si j'en ai entendu parler, je n'y ai pas prêté attention. Et puis j'étais trop jeune pour comprendre. J'ai commencé à être intriguée quand sont arrivés dans mon école des enfants juifs réfugiés d'Alsace. Vers 1942, mon père disait à propos des Juifs, « Mais enfin, ce sont des Français. Ils font leur service militaire. Ils ont été mobilisés comme les autres. Leur religion ? Mais beaucoup ne la pratiquent même pas ou se sont convertis, ou sont devenus athées. » À la sortie des cours, mes camarades de classe et moi, en passant devant la boutique de la Propagandasttafel, nous contemplions la vitrine puis nous entrions, histoire de passer le temps avant de nous mettre à nos devoirs. Nous étions accueillis par une jeune femme charmante, très aimable, qui nous remettait des poignées de tracts et de dépliants antisémites et anti-bolcheviques. La représentation qui était faite des Juifs, des gens au nez et aux doigts crochus, les cheveux crêpés, ne correspondait absolument pas à l'expérience que j'en avais et par conséquent me semblait fausse, caricaturale. Je connaissais en effet deux vieilles dames juives, Esther et Valentine, qui vendaient des bonbons au marché le samedi et souvent m'en donnaient. Rien ne les différenciait des autres vieilles dames. Elles étaient simples et modestement vêtues. Un jour, mon professeur de piano me mit en relation avec une autre de ses élèves, la nièce de Valentine et d'Esther, pour que nous fassions du quatre mains ensemble. J'étais en 6e, elle en classe de philosophie, et je me suis sentie flattée qu'une grande veuille bien s'intéresser à moi. Elle se prénommait Nicole, je crois. Elle était belle, fine et élégante. Qu'elle fût juive m'importait peu et mes parents étaient contents de cette rencontre. Je me rendais donc à ces séances de musique le cœur rempli de joie, à plus d'un titre. Je traversais le magasin de confection des parents, puis je pénétrais dans le petit salon où m'attendaient Nicole et son piano, bien meilleur que le mien. Avoir un salon, même petit, était pour moi le comble du luxe. Chez mes parents, je jouais dans la salle à manger. Nicole me faisait asseoir sur un canapé, mes parents n'en avaient pas, et nous commencions par bavarder. Que pouvait donc se dire une enfant de 11-12 ans et une adolescente de 17-18 ans ? Mais le courant passait. Puis nous nous mettions au piano, et mon bonheur commençait. Je jouais le plus souvent la partie seconde, mais peu importait. L'essentiel était que je suive et je suivais. Un jour, je vis Esther et Valentine arborer une étoile jaune. Je frémis, sentant bien ce qu'avait d'humiliant le fait d'être ainsi marqué. Je n'ai jamais vu Nicole porter l'étoile jaune. Puis, Esther et Valentine ne se trouvèrent plus au marché. Leur kiosque était tristement clos. Quand je me rendis chez Nicole, pour ma séance de musique, je trouvai la vitrine du magasin barbouillée de peinture blanche et la maison fermée. On me dit qu'Esther et Valentine avaient été emmenées, mais Nicole et ses parents, on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Dans ma famille, même si on ne pouvait imaginer l'horreur absolue révélée plus tard, on savait depuis longtemps le sort réservé aux Juifs, aux résistants, aux communistes. C'est la première fois que j'ai connu la haine. Le premier noir que j'ai vu était gris. Mon père, revenu du front, voulait rendre visite à l'un de ces hommes, un Sénégalais, hospitalisé à Bordeaux pour tuberculose. Ce n'était certainement pas prudent, mais papa nous emmena tous. Quand la porte de la chambre s'ouvrit, un homme au teint couleur de muraille se dressa sur son lit et les yeux rendus hagards par la fièvre, salua son chef avec joie et respect. Lequel chef lui parla avec une bonhomie exempte de condescendance,
et lui présenta ses enfants. Moi, j'étais mal à l'aise, ne sachant comment me comporter avec cet homme qui venait de loin et qui allait mourir. À cette époque-là, je n'ai pas connu d'arabe. Mon père à leur sujet ne disait rien. Je n'ai jamais su pourquoi. Exclusion. J'ai longtemps éprouvé le sentiment de ma différence et de ma solitude. J'ai vécu dans la crainte d'être rejeté, abandonné, d'être de trop, de gêné. Maintenant encore, je sors difficilement de ma coquille. J'ignore quand ce sentiment et cette crainte se sont développés. Peut-être à la naissance de mon premier frère, Fanch, alors que j'avais 3 ans et demi. De cette période et de l'année qui a suivi, je garde l'impression d'avoir été sans cesse grondé et réprimandé, coupable, et toujours en pleurs. C'est à cette époque aussi que j'ai eu des angoisses et des crises que je devais connaître de nouveau, et plus violentes bien des années après. Nous habitions Pithiviers où mon père était encaserné. Ma mère entreprit un jour, j'avais à peu près 4 ans, de me faire connaître Paris, ma ville natale. Sur le seuil de Notre-Dame, saisi par le spectacle de ces grandes voûtes sombres, je n'étais jamais entré dans une église, je m'arrête, cloué de terreur. Ma mère me prend par la main et veut me faire avancer. Impossible. Je me mets alors à trépigner et à me rouler par terre en hurlant. Ma mère m'a confiée à la sœur Tourière et est entrée toute seule. Soulagement. Quelque temps après, dans les toilettes de l'hôtel d'Arnegui où je logeais avec mon père, même terreur. Les toilettes donnaient directement sur le torrent. La vue de ces eaux tumultueuses et le bruit de sa voix grondante me firent reculer d'effroi. Impossible aussi de me photographier, soutenu pourtant par mon père dont je connaissais la force et les qualités sportives, sur la rambarde de la pêcherie de mon grand-père à Villers-Martin près de Saint-Nazaire. À la vue des eaux glauques et clapotantes, je me mis de nouveau à trépigner et à me débattre, en proie à une force innommable qui heurtait ma raison. Je n'ai jamais oublié ces crises dont le souvenir pénible me donnait à penser que j'étais anormale. Bien des circonstances de ma vie ont contribué à me faire sentir différente des autres. La citadelle de Blaye où nous habitions désormais était une ville dans la ville, avec sa vie propre, ses rues, ses places, ses monuments, ses fêtes, ses manifestations sportives. Fermée aux étrangers, elle avait ses remparts et ses 2 lourdes portes d'entrée toujours fermées. Il fallait même un Ausweis pour y être admis, quand les Allemands l'ont occupée. S'il n'y avait pas eu l'école, à 3 kilomètres, et parfois, à Blaye, les courses ou les matchs de rugby où nous emmenait notre père, je n'aurais rien connu du monde extérieur. De plus, mes parents n'avaient pas de poste de TSF et n'achetaient pas de journaux. Dans la citadelle, j'avais une situation particulière. Mon père était le chef. Certes, au-dessus de lui, il y avait le commandant mais on ne le voyait jamais, et sa femme et son fils vivaient à l'écart, dans la vaste maison de la duchesse du Berry, puis plus tard en ville. Ma mère était la seule femme à travailler, ainsi qu'une autre femme de gendarme, employée de banque. Outre ce gendarme qui était savoyard et mon père breton, tous les autres étaient originaires du sud-ouest, landais ou béarnais. Enfin, j'étais la seule enfant, tant à la citadelle qu'à l'école, à ne pas être baptisée et à ne pas aller à la messe, le dimanche. Les autres filles me firent découvrir un monde qui me plongea un temps dans l'inquiétude. Tu es une païenne, tu iras en enfer. Le sort qui m'était destiné devait être effroyable. Je n'avais jamais entendu parler de l'enfer, et j'ignorais jusqu'alors que je vivais dans le péché. On fit mon éducation religieuse et on m'apporta des livres de catéchisme. Habitué aux contes de fées et aux légendes, je les trouvais très ennuyeux. Un beau jour, pour me racheter et attirer sur moi les faveurs célestes, on décida de me baptiser. La cérémonie eut lieu autour de la table ronde d'une cuisine place d'Armes où se trouvèrent assises les filles qui voulaient mon bien spirituel. On me fit avaler solennellement ce qu'elles appelaient une hostie, mais qui pour moi, n'était qu'un bout de mie de pain. Peu importait. J'étais intronisé, et soulagé pour longtemps de mes préoccupations métaphysiques. Malgré tout, je me mêlais volontiers au jeu des autres et mes parents me le permettaient, ce qui n'était pas le cas de toutes les filles. Ainsi Rosette, la fille du garde savoyard, n'avait pas le droit de dépasser le seuil de sa maison. Elle installait ses jouets sur les marches et s'amusait seule. En la voyant river à sa porte, je la plaignais. J'allais quelquefois lui tenir compagnie, et elle devint ma meilleure amie. Mais si j'avais plaisir à jouer avec les autres,
la citadelle était un domaine merveilleux pour les enfants, j'éprouvais parfois le besoin de faire retraite, de me retrouver. J'avais mon arbre où je grimpais, emportant mes affaires, livres et nounours. Je m'installais confortablement dans le nid que formait l'intersection des branches, et là, protégé par le feuillage, je contemplais la Gironde et me ressourçais, ignorante des criailleries des autres qui me parvenaient atténuées. C'était avant la guerre. Je devais avoir 7 ans. À l'école aussi, ma situation était spéciale. Ma mère y était institutrice et j'étais l'une des meilleures élèves. J'ai d'ailleurs été la seule de ma classe à entrer en 6e. À l'époque, tout le monde n'entrait pas en 6e. Pour mon âge, j'étais la plus grande et la seule à être vêtue avec recherche. Contrairement à celui des autres, mon sarrau noir était agrémenté d'une collerette, tantôt bleue, tantôt rose, réalisée au crochet par ma grand-mère finistérienne et dûment empesée par ma mère. J'étais l'une des rares enfants à ne pas porter de corset et à ne pas avoir les oreilles percées. Je trouvais que j'avais bien de la chance de ne pas subir les entraves et les supplices des filles de mon âge. Au moment de la communion solennelle de mes camarades de classe, je ressentis quelque dépit à ne pas faire partie des heureuses élues qui auraient le plaisir de porter une robe et un voile vaporeux, et de recevoir des cadeaux. Mais comme ma mère m'avait autorisé à participer à une partie de leur retraite, et que le curé m'avait accepté, je me consolais bien vite. Mais décidément, je continuais à trouver très ennuyeux l'univers douceâtre de l'église, très fade ses vierges et ses saints de plâtre, très plate la musique et mièvre les paroles, et enfin très entêtante l'odeur de l'encens mêlée à celle des lys et des roses blanches. Je n'étais pas non plus bien intégrée à la fratrie. J'étais l'aînée et à cette époque, l'aînée jouait un rôle d'aide ménagère, d'aide maternelle et de garde-chiourme, ce qui n'arrangeait pas les choses. Et puis mes frères, 18 mois d'intervalle, formaient une communauté à part. Si nous ne nous étions pas retrouvés le soir, dans la même chambre, il n'y aurait pas eu de communication entre nous. Enfin, j'avais 9 ans quand ma sœur est née. Plus tard, ce furent mes études classiques et mon apprentissage du piano qui me distinguèrent. Auprès de mes cousins, avec mon latin et mon grec et mon piano, je faisais figure de bourgeoise, étiquette qui m'a été accolée longtemps. Il faut dire que je n'avais ni identité régionale, ni identité sociale. En Gironde, je ne pouvais pas me dire girondine puisque j'étais née à Paris de parents bretons. En Bretagne, je ne pouvais pas me dire bretonne. Avec mon accent bordelais, j'aurais fait rire tout le monde. Et puis ma mère de Loire-Inférieure, était-elle seulement bretonne ? Je ne pouvais pas non plus me dire parisienne, puisque j'avais quitté Paris à l'âge de 2 ans. C'est pourquoi, quand je suis devenue éclaireuse, à la Libération, j'étais très heureuse de porter un uniforme, pour une fois j'étais comme les autres, et d'arborer l'écusson de Guyenne et Gascogne. Enfin, j'étais de quelque part. Même perplexité pour mon identité sociale. Par ma mère institutrice et par ses parents instituteurs, par mes études et par mes goûts et mes intérêts, je faisais partie de la classe moyenne. Mes grands-parents maternels avaient prestige social et relative aisance. Avant-guerre, ils possédaient une voiture et ma grand-mère conduisait. Ils avaient des relations avec le député-maire de Saint-Nazaire, ministre du Front populaire. Mais mon père était gendarme, ce qui était déprécié dans certains milieux, mais pas à mes yeux, et fils de métayer qui vivait chichement. Et pourtant, c'était cela que j'aimais. Mais malgré mon estime et mon affection pour eux, estime et affection que je n'étais pas seule à leur accorder, je ne pouvais pas me dire paysanne. Et puis, je ne connaissais rien aux plantes et répugnais à toucher la terre. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup changé. Il me faudra une longue analyse pour que je trouve enfin ma place et n'éprouve plus la peur de la solitude. Piano. Mes parents aimaient la musique et chantaient bien, surtout mon père qui avait une belle voix de baryton. Il m'a fait découvrir le Roi X, dont la légende m'a séduite, et le répertoire de Maurice Chevalier. Son grand air était le credo du paysan. Chez mes grands-parents paternels, on chantait à la fin de certains repas. Dans la salle, au sol de terre battue, tout le monde se levait. Grand-père retirait sa casquette et on entonnait l'hymne breton, cousque, et d'autres chansons celtiques dont j'ai oublié les titres. Je ne comprenais pas les paroles, mais les mélodies me plaisaient. Mon grand-père maternel jouait du piston, et avait monté un orphéon dans le village de Loire-Inférieure où il était instituteur. Quand j'ai su lire, ma mère, soucieuse de me donner une bonne éducation,
commença à poser le problème de mon initiation au piano. Ma grand-mère, sa mère, consultée à ce sujet, répondit devant moi : « Tu ferais mieux de lui faire apprendre la couture. Ce ne sera jamais que la fille d'un gendarme. » Ma mère passa outre. On m'acheta un piano d'occasion, et je commençai à 6 ans. Dès mes premières leçons, je m'accrochais. Peut-être parce que j'avais été piquée au vif, surtout parce que ça me plaisait. Avant de savoir jouer, j'avais plaisir à écouter les vibrations des cordes, se taisant progressivement dès que je levais le doigt. Je ne me souviens pas bien de mes débuts. Je sais seulement que je n'ai pas étudié le solfège, ou plus exactement que je l'ai découvert au fur et à mesure des besoins. C'était certainement préférable car j'aurais été dégoûtée de la musique si j'avais commencé par cette discipline ingrate. Mon professeur, Madame Sterling, venait de Bordeaux le jeudi matin. Je ne savais rien d'elle et elle n'en disait rien. J'attendais avec impatience cette femme chaleureuse et cordiale qui m'accordait attention, patience et affection. Au piano, rien ne me rebutait, ni les gammes, ni les arpèges, ni les exercices les plus contraignants. Dans la semaine, je travaillais 1 heure le soir, parfois plus, heureuse de la présence de ma mère qui me tournait les pages. Elle avait étudié le solfège à l'école normale d'Angers et pouvait donc suivre. Mes progrès ont dû être rapides puisqu'à 9 ans, je jouais pour Élise de Beethoven et la marche turque de Mozart. Sans doute les exigences de Madame Sterling n'étaient-elles pas celles d'un professeur de conservatoire. Mais je ne faisais pas de fausses notes et jouais avec cœur. Madame Sterling a cessé de venir, je ne sais pourquoi. J'en ai eu du regret, et quelque temps après je suis allée à Bordeaux avec ma mère pour la saluer. Reçue dans une cuisine salle à manger qui respirait la médiocrité, je découvris l'univers mesquin fait de misère digne et de gêne cachée, des artistes sans renom, vivant au jour le jour. Mon cœur se serra et je regrettais ma visite. Cette découverte ne ternit cependant pas le prestige dont j'avais entouré Madame Sterling, et ne fit qu'augmenter ma reconnaissance pour ce qu'elle m'avait donné. Pour moi, désormais, la société était mal faite et terriblement injuste. J'aimais mon second professeur de piano, de Blais, cette fois pour des raisons différentes. Avec ce deuxième professeur, tout aussi bienveillante que l'autre, j'entrais dans un monde insoupçonné. Elle habitait une jolie demeure bourgeoise, ce que je ne connaissais pas encore. Certes, mes grands-parents maternels étaient confortablement installés, mais dans une villa, au bord de la mer. Ancienne concertiste de harpe et de piano, cette dame, dont j'ai oublié le nom, était représentée sur tous les murs aux boiseries claires de son salon, en tenue de soirée, près de l'un ou l'autre de ses instruments. Son salon était meublé de fauteuils et d'un canapé Louis XV recouvert de tapisseries, et empli d'une profusion de petits meubles et de bibelots précieux. Enfin il y avait, outre une harpe, 2 pianos, un piano droit et un piano à queue. C'est sur ce dernier qu'elle m'a toujours fait travailler. Pour moi, c'était à la fois un grand honneur et un grand plaisir parce que les sonorités m'y paraissaient plus pleines et plus amples. Le cours se terminait toujours par le déchiffrage de morceaux à 4 mains que j'exécutais avec elle. Malgré les difficultés, ce moment était ma récompense et je l'attendais impatiemment. Je ne partais pas de cette maison sans demander à aller aux toilettes. L'endroit était propre, clair, vaste et entièrement tapissé de cartes postales anciennes que je ne manquais pas de contempler. Ainsi, au plaisir de la musique se mêlait le plaisir d'un confort bourgeois auquel je n'étais pas habitué. Aux grandes vacances de 1943, mes parents firent installer un piano de location dans la seule pièce de la maison de mes grands-parents paternels qui comportait un plancher. On me trouva un professeur à Carhaix, et je pris des leçons. Cette occupation de vacances ne me paraissait pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.